Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau magazine Opinion consacré au CDH. Aujourd'hui, au menu de cette édition, 3 grandes révolutions. Le prix unique du livre, et ça on l'attendait depuis 35 ans. Toute la région de Bruxelles-Capitale devient très bientôt zone de basse émission. Il était temps. Et ensuite, nous plongerons dans l'univers des villes de demain puisque nous avons rencontré Jan Gehl, le célèbre architecte urbaniste danois, en visite à Bruxelles. Et on commence de suite par ceci. Vous voyez cette petite étiquette. En Belgique, elle nous est très familière et depuis longtemps. Et pourtant, demain, elle ne sera plus qu'un vague souvenir. Explication. On est en train de vivre un moment extraordinaire puisque ça fait 35 ans qu'on attendait que soit voté dans la Belgique et en particulier en communauté française le prix unique du livre. Alors c'est quoi le prix unique du livre ? Le prix unique du livre, c'est, et vous allez tout de suite le visualiser, la petite étiquette à la 4e de couverture que vous allez pouvoir enlever. Alors, il faut être clair, c'est pourquoi on a vraiment cherché à obtenir ce prix unique du livre. Le livre est certainement l'objet culturel le plus essentiel. C'est celui auquel on touche dès la plus petite enfance et que l'on garde jusqu'à la fin de sa vie. C'est aussi, et il faut le dire, le seul bien culturel qui est consommé, si j'ose parler ainsi, plus d'1 fois par personne et par an. Et par ailleurs, il y avait aussi un enjeu à soutenir tout un secteur, de l'auteur à l'éditeur et en passant en particulier par un métier extraordinaire qui est celui du libraire. Et donc ce décret sur le prix unique du livre, c'est aussi un signal fort à la diversité culturelle au travers de nos auteurs, un signal fort à la capacité que nous avons d'avoir sur le territoire de la communauté française des petites maisons d'édition et des grandes maisons d'édition qui font un travail exceptionnel de découverte de pépites. Et puis, c'est le métier du conseil, c'est le métier que j'ose presque dire de l'artisan libraire qui est mis à l'honneur. Et donc merci à ceux-là qui tous les jours font que de nos enfants à nos aînés, il y a une vraie découverte culturelle au travers du livre. Grande victoire du CDH puisque par 19 fois le Parlement fédéral a tenté d'arriver à un accord sur le prix unique du livre. 6e réforme de l'État, transfert de compétences et voilà aujourd'hui une grande victoire des francophones grâce à une ministre CDH et ça je tenais quand même largement à le souligner. Ce prix unique du livre il est attendu depuis plus de 35 ans et encore une fois c'est grâce au CDH qu'on est arrivé donc bravo à Alda Gréoli évidemment. Je vous ai pris justement un bel exemple puisque j'étais il y a quelques jours dans une librairie à Bruxelles. Je voulais acheter ce bouquin qui est plutôt bien fait. L'important, il n'est pas sur la couverture, il est derrière. Alors vous voyez, en général, quand on achète un bouquin, on a une étiquette, 16,70 € et en dessous, on a un autre prix, 14,90 €. Eh bien aujourd'hui, on fait disparaître cette étiquette du 16,70 € pour arriver à ce prix unique du livre. Ce qui veut dire simplement que lorsque vous irez demain dans une librairie à Bruxelles ou dans une librairie à Paris, à Lille ou ailleurs en France ou en Belgique, ce livre coûtera exactement la même chose. S'il y a bien une chose qu'on partage facilement dans les grandes villes, c'est l'air pollué qu'on y respire. Que l'on soit enfant, personne âgée, travailleur, habitant ou encore touriste, nous sommes tous exposés aux mêmes polluants. Céline Frémaux, notre ministre bruxelloise de l'Environnement et de la Qualité de Vie, a pris une mesure inédite pour protéger notre santé et notre environnement. Cap sur ces nouvelles zones de basse émission, un pas décisif dans la bonne direction. Depuis quelques années, l'exposition des Bruxellois aux polluants atmosphériques n'a cessé de diminuer, mais il reste toute une série d'efforts à faire. On sait que ça a un impact extrêmement important sur la santé des Bruxellois, des nafteurs, 12 000 décès en Belgique par année, énormément de maladies respiratoires notamment pour les enfants. Et donc il était indispensable de prendre une mesure qui était à la fois environnementale et une mesure qui était propice à une meilleure santé des Bruxellois. Le principe de la zone de basse émission est simple. Il repose sur une interdiction de circulation des véhicules les plus polluants à partir du 1er janvier 2018. Et j'ai voulu un dispositif qui soit évolutif, qui soit pédagogique à l'attention des Bruxellois et des nafteurs. C'est-à-dire qu'il va s'étaler entre 2018 et 2025. Il y aura un dispositif de caméras, plus de 90 caméras à partir du 1er janvier 2018, progressivement vers 200 unités. Ce n'est pas un contrôle visuel qui se perd, c'est un contrôle des voitures lorsqu'elles circulent, avec toute une série d'axes de circulation qui sont évidemment extrêmement contrôlés parce que plus pollués. Le principe de zone de basse émission existe déjà dans toute une série de villes européennes. On parle de 80 sur une dizaine de pays de l'Union. On sait que Paris, Berlin, Londres ont démarré des dispositifs plus ou moins similaires. C'est indispensable en termes de
respect de l'environnement et de santé aussi des citoyens. Il y aura des sanctions, bien évidemment. Nous avons voulu un dispositif évolutif, c'est-à-dire que les premières sanctions, les premières amendes vont intervenir courant de l'année 2018. Auparavant, les personnes qui circulent avec des véhicules encore polluants et interdits recevront toute une série d'avertissements. Alors le dispositif est permanent, il concerne l'ensemble des 19 communes bruxelloises, parce qu'évidemment la pollution n'a pas de frontières. À partir du 1er janvier 2018, c'est toute une série de diesels avant 1997 qui ne pourront plus circuler et cela s'échelonne jusqu'en 2025 avec une interdiction des essences et puis d'autres types de diesel pour bannir les véhicules les plus polluants de la région bruxelloise. Mais vous trouverez toutes les explications sur le site les.brussels. Alors on sait que les projections sont positives, on aurait une qualité de l'air qui serait restaurée en 2020 avec une diminution du plaque carbone de 50% et bien évidemment d'année en année une qualité de l'air qui est totalement restaurée. Voyage au cœur des villes de demain, des villes à échelle humaine bien entendu. Le CEPES, le Centre d'études politiques, économiques et sociales du CDH, a organisé récemment son 3e colloque sur les villes de demain. 25 spécialistes et experts reconnus dans le monde entier se sont donné rendez-vous au Stade Roi-Baudouin. Aux côtés de centaines de citoyens et de professionnels, ils ont dessiné ensemble leur ville idéale. Mobilité, convivialité, santé et accessibilité pour tous, personne n'est oublié. Le CEPES, c'est le centre d'études du CDH. Et pourquoi est-ce que c'est important pour un parti politique comme le CDH d'avoir un centre d'études qui réfléchit de manière prospective? Mais trop souvent, dans le monde politique, on est frappé par le fait qu'on se dit oui, on réfléchit trop sur le temps court, on n'a pas assez pris le temps de la réflexion, on n'a pas assez pris la possibilité de se projeter dans l'avenir et de pouvoir imaginer des solutions pour demain. Cette année, c'est la 3e édition du colloque international qu'on organise sur les villes de demain. On se rend compte que la question de la santé, elle anime véritablement de plus en plus et préoccupe de plus en plus les responsables politiques. C'est vrai que ce matin, on a la chance d'avoir Jan Gehl qui est parmi nous. Jan Gehl, c'est un architecte danois qui a écrit un livre qui a été traduit dans toutes les langues dans le monde qui s'appelle Des villes à échelle humaine. C'est une grande chance évidemment pour un colloque comme le nôtre d'avoir pu inviter quelqu'un comme Jan Gehl. C'est aussi le résultat de plusieurs années de travail pour effectivement crédibiliser aussi la place du CEPES pour pouvoir parler des villes de demain. We started very early, and actually we were some of the pioneers to start to study how people use the city. In all the cities where I've been working, first of all in Copenhagen, but then in all the Australian and New Zealand cities, in New York, in Moscow and London, that is to establish, make a survey of how the city is used by the people, so you will know what is the situation today. Then you could say, shouldn't something be done here, here and here? And couldn't we do these improvements? Then you can make a strategy for the next 20 years, what you will do to make the city a better place for people. Every city has a good, strong traffic department, and they have fantastic statistics of everything which has to do with traffic. We also have a saying that what you know about, you care about. What you don't know about, you don't care about. We know a lot about automobiles and traffic, we care about it. And nothing about people and pedestrians, public life. So they are just floating. You should take bicycling serious. It appears that if you make a people-friendly city plan, invite people to walk and bicycle more, it gets more livable, it gets more healthy, it gets more sustainable. The trick in bicycling is to make it so that children, adults and elderly people, mothers and fathers with children on the bike, that everybody in the society can use the system. And the city became better every day. En général, les villes sont proches de l'eau. Mais c'est vrai que dans la période, disons, de l'urbanisme moderne, nous avons beaucoup rationalisé cette eau. Elle a disparu, elle a été fragmentée. Et aujourd'hui, nous avons de nouveaux problèmes qui sont liés à ce manque de continuité du réseau, à la difficulté à intégrer les phénomènes liés, par exemple, à des pluies extrêmes.
Le changement climatique va nous pousser évidemment à prendre en compte la question de l'eau. L'eau amène avec soi toute une série de possibilités que je pense sont fondamentales pour repenser aussi l'espace de la ville. Si on fait un projet pour une ville, c'est parce qu'il y a des citoyens, parce qu'il y aura des citoyens. Donc les citoyens sont fondamentaux. S'il y a des citoyens, le débat doit être fait, est nécessaire. Nous, on aime beaucoup nous promener dans les lieux avec les citoyens parce que l'échange est beaucoup plus libre et beaucoup plus riche. Health should be a value in the vision of every mayor. If a mayor wants to make a city really healthy, they have to think not only about hospitals and health centers. That's a small part. They have to think how they build the neighborhoods, the roads, the houses, the social support. Today our cities are full of migrants. Is our city sensitive to people who come from different cultures? Culture, which is also very important for health, if they want to be called cities of the 21st century, they have to reduce their emissions. They have to be very vigilant about the quality of the air. First of all, we need to measure and then take drastic measures sometimes. Aujourd'hui, je suis venu au colloque pour trouver des réponses à l'aménagement du territoire. Parce qu'en tant qu'architecte, on est un petit acteur dans le processus de création des espaces. Rencontrer des intervenants internationaux, c'est extrêmement important parce que ça permet d'avoir un feedback par rapport à leurs études, qui finalement, l'urbanisme est extrêmement longue et diverse. On est venu parce qu'en architecture du paysage, on traite beaucoup d'urbanisme et pour nous, les villes de demain, c'est quand même un sujet primordial. Et ici, par rapport à l'exposé qui a été donné par les différents intervenants, où ils parlaient beaucoup de l'humain. Et je pense que nous, par rapport à d'autres formations, on a justement l'humain est justement un peu au centre de notre cursus et au final de notre métier. Tout le travail qui a été réalisé par le centre d'études, toutes ces expertises qu'on a qui viennent au niveau international, qui viennent d'Europe et même d'ailleurs, on doit pouvoir les injecter dans les programmes communaux. La vie politique aujourd'hui, elle est faite d'actualité, on passe d'une actualité à l'autre, et là on est dans la prospective. Et je crois que c'est important aussi au niveau politique de pouvoir réfléchir à 10 ans, à 15 ans, et d'essayer d'imaginer ensemble comment rendre nos villes les plus fraternelles possibles, les plus reliantes possibles, où chacun peut trouver sa place, bien sûr par rapport à son travail, par rapport à sa vie de famille surtout, par rapport à sa vie sociale, que de créer finalement ces espaces de rencontre, ces espaces de convivialité et de faire en sorte que la mobilité y soit la plus fluide possible chaque jour. Et donc tout ce travail du CEPES, il doit nous inspirer, nous, comme mandataires communaux, dans les propositions qu'on va pouvoir faire pour les prochaines semaines et les prochains mois pour faire en sorte que nos villes, en Wallonie, mais aussi bien sûr ici à Bruxelles, où l'impact est encore plus important, elles soient les plus fraternelles possibles. Ce travail du CEPES doit largement nous inspirer. Notre magazine Opinion Génération Humaniste se termine déjà. Nous vous remercions très chaleureusement de l'avoir suivi. Pour retrouver l'actualité du CDH, rendez-vous sur notre page Facebook pour liker, partager, commenter nos publications ou alors sur notre site internet lecdh.be. On se retrouve après les fêtes pour la prochaine édition où nous reviendrons sur le grand congrès du 3 décembre dernier qui s'est tenu à Namur où ont été présentées les lignes de force en vue des prochaines élections communales 2018. Et d'ici là, nous vous souhaitons de passer de magnifiques fêtes et déjà tout le meilleur pour 2018. À très bientôt.